De la gamelle au bento. Alors, un tableau très rapide tiré à partir des enquêtes de l'INSEE, publié en 2010, montre que les Français passent en gros 2h20 à table, dans à peu près un quart, peut-être un peu moins, à l'extérieur de leur foyer. Alors, ils le font, comme vous le savez, de manière synchronique, montrant un très grand attachement aux 3 repas ou 3 prises alimentaires journalières. Mais ils se sont aussi mis à grignoter un peu plus, ils consomment moins de produits frais, davantage de plats préparés et se font plus souvent livrer leurs repas. D'où, naturellement, la pertinence de notre table ronde, ou l'intérêt brûlant de cette table ronde. Les intervenants participant à cette table présentent toutes les compétences souhaitables pour aborder les questions liées à l'alimentation hors foyer, à en démêler le pourquoi et le comment, à donner de la texture et de la profondeur aux descriptions des incarnés un peu statistiques de l'INSEE. Alors pour ce faire, nous nous sommes permis d'inclure à côté des emblématiques gamelle et bento, la restauration dite collective, à vocation sociale, comme celle commerciale du restaurant classique et du prêt-à-emporter, aussi connu sous le nom de fast-food. Alors cette liste n'est pas un inventaire, mais elle procure quand même déjà une idée de la topographie de l'alimentation hors foyer, de l'offre. Elle oriente notre curiosité, un peu subrepticement, dans 3 directions générales. D'abord, dans le titre de la gamelle, l'expression introduit une dynamique historique, en tous les cas en Europe occidentale, et ce faisant nous renvoie à un couple de notions chères aux sciences sociales, celui des changements pour sûr, mais aussi des continuités que le regard historique, la méthode historique, nous fait découvrir. Au bento, deuxième expression du titre, l'allusion au coffret compartimenté japonais, un mode de transport plus ou moins comparable à la gamelle, d'autant plus que le terme semble aussi connoter ou désigner un plat unique, signale ce phénomène complexe que nous appelons mondialisation et nous engage à nous interroger sur les modalités de l'extension et du transfert de pratiques quotidiennes d'une culture à une autre. En gros, cela pose la question des conditions du métissage. Et à côté de ces dimensions temporelles et spatiales, la superposition bento-gamelle ouvre l'espace social car la similarité du support matériel du repas à emporter ou emporter ne doit pas nous dissimuler qu'il s'agit ici d'une pratique socialement différenciée. La gamelle évoquant l'univers ouvrier plutôt et aussi militaire, alors que pour nous, en tous les cas, la boîte bento suggère plutôt les classes professionnelles jusqu'aux bobos, ceux en tous les cas dotés de moyens à la fois financiers et culturels pour s'offrir un repas toujours quelque peu exotique chez nous. Alors, on peut bien sûr rendre ces dimensions plus complexes en changeant d'échelle du macro au micro. On peut, je l'ai dit, mettre en concurrence le casse-croûte préparé à la maison, mais emporté sur le lieu de travail, avec la restauration et tout le secteur de l'alimentation à emporter, le street food, comme diraient les anglo-saxons. Ça met en lumière les options des consommateurs et nous dessine une offre plus différenciée. On peut introduire un autre principe d'organisation sociale en faisant attention au genre sexuel. Le repas au restaurant,
Sa durée, son contenu distingue femmes et hommes. Mais même la fabrication de la gamelle, du bento et, soit dit en passant, du sandwich, sa préparation est traditionnellement le travail domestique des femmes pour subvenir aux besoins métaboliques des hommes loin de la maison. Je dis des hommes, mais en fait, une troisième dimension additionnelle concerne les enfants. La gamelle et, je suppose, le bento servent aussi à nourrir les enfants à l'école ou à des écoles qui ne disposent pas de cantine. Ce qui nous rappelle que le recours à l'alimentation hors domicile est une fonction de l'âge, du stade dans le cycle de vie de la personne. Et j'ai mentionné les enfants parce que c'est un marché très convoité, comme le montrent les initiatives aux États-Unis, les initiatives de Kraft Foods, qui dominent ce marché des Lunchables, un marché, une niche de 1,35 milliard de dollars qu'il essaye de monopoliser. Mais, et ça c'est une quatrième dimension additionnelle, ces déjeuners préparés par les géants de l'industrie agroalimentaire suscitent l'ire des autorités de la santé publique, puisqu'ils contiennent, ces repas contiennent apparemment trop de sucre, de matières grasses et de conservateurs. Si bien qu'une entreprise alternative commercialise les Revolution Food Kits Meals, les plateaux repas révolutionnaires, se positionnant ainsi sur le versant, ou se positionnant plutôt plus précisément sur le versant santé des repas à emporter, en mettant en avant la caractéristique bio et des fois même d'approvisionnement à circuit court de leurs produits. Alors l'initiative capitalise, c'est le cas de le dire, sur l'angoisse suscitée par le lien entre l'alimentation hors foyer et l'incidence d'obésité, et plus précisément entre la densité des fast-foods aux États-Unis et le nombre de personnes en surpoids et en obésité. Voilà. Cette liste thématique n'est donc pas exhaustive et sur ce podium, nous avons la chance de voir, et moi j'ai le plaisir de présenter des personnalités expertes pour développer plus en détail les facettes du paysage alimentaire hors foyer et à la fin de répondre à vos interrogations. Alors pour la dimension historique, Stéphane Gacon, qui est le deuxième à votre droite, a bien voulu accepter de nous esquisser ce qui a changé dans cette pratique et ce qui n'est que répétition de l'ancien. Alors Stéphane est historien à l'Université de Bourgogne à Dijon et après s'être distingué avec une étude sur l'amnistie entre la Commune et la guerre d'Algérie, il anime actuellement un groupe de recherche sur le thème « Manger au travail » et dans ce cadre, il organise un grand colloque international qui aura lieu à Dijon en janvier 2014. Pour la dimension économique contemporaine, mais avec une expertise qui a maintenant presque un quart de siècle au compteur, Bernard Boutboul, tout à droite, à votre droite, directeur du cabinet Gira Conseil, est l'homme idoine pour nous présenter un état des lieux de la situation actuelle et montrer les ressorts que mettent en œuvre les acteurs pour garder ou augmenter, pour survivre dans un marché en pleine ébullition. Alors, nous avions prévu d'avoir Simon Ferniaud ici, qui lui a inventé les restaurants ou le concept bocaux. Il n'est pas venu, donc ça laisse plus de temps aux autres intervenants de faire leur présentation, à vous de poser plus de questions. Je le regrette, parce qu'on aurait pu voir ce que font les entrepreneurs qui mettent la main à la pâte pour imposer un nouveau concept.
Mais last but not least, un tout nouveau docteur honoris causa de l'université de Tours, qui nous vient du Japon, M. Kiyomi Mikuni, nous dessinera l'univers du bento, lui aussi un peu de l'intérieur, car il est, comme vous le savez, un des grands chefs à réputation planétaire actuellement. Ça nous permet donc d'ouvrir la perspective de la comparaison internationale. Alors, l'idée de la table ronde est de permettre aux intervenants de partager un condensé de leur savoir, chacun disposant d'environ un quart d'heure, 15 minutes. Ensuite, vous, l'audience, pourra engager la discussion en posant des questions, des interrogations, en faisant part de vos points de vue. Et mon rôle est en fait tout simple, il s'agit de chronométrer les présentations et d'assurer que tous ceux qui prennent la parole puissent le faire sereinement, mais aussi de manière succincte. Donc je serai assez strict sur la longueur des interventions. Sur ça, je passe le relais à l'historien Stéphane Gacon. Merci Martin pour cet accueil. Bonjour à tous. Alors, en quelques minutes, je partirai du constat d'une augmentation avec le temps de l'alimentation hors foyer en France. Mais l'alimentation hors foyer en France n'est pas une nouveauté. Ses modalités le sont peut-être, mais je vais dire que par nécessité ou par choix, nombre de Français ont pris leur repas ou se sont nourris hors de leur domicile depuis longtemps. Vous arrivez à m'entendre? Et là? Encore un peu? C'est mieux? Bon, donc l'idée de départ, celle que vous n'avez pas entendue, c'est que l'alimentation hors foyer en France augmente. On part de ce constat. Mais ce n'est pas une nouveauté. Je dirais aussi qu'en la circonstance, la France n'est pas une île. Et les évolutions qu'elle connaît s'inscrivent dans le cadre d'une histoire que l'on va dire européenne, voire occidentale, ou peut-être même, on disait tout à l'heure, globale, planétaire. Même s'il y a sans doute des spécificités françaises. Alors, je vais essayer, je le disais, de tracer un tableau historique en quelques minutes de ces pratiques. Bon, c'est une gageure, hein, c'est impossible. Je vais donc limiter l'ampleur de ce tableau. Je ne remonterai pas à l'Antiquité, je vous rassure. Bon, j'en serais bien incapable. Je me concentrerai sur la période qui m'est la plus familière, c'est-à-dire la période contemporaine. Disons que je placerai mon point de départ à la fin du XVIIIe siècle, ce que font beaucoup d'auteurs, parce que la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, vous le savez, est un moment majeur de notre histoire, celui de l'entrée dans l'ère industrielle, une ère industrielle qui a si profondément transformé nos sociétés, et donc nos pratiques sociales et culturelles, donc nos pratiques alimentaires. Alors, le contexte, faut-il que j'insiste, est celui de l'industrialisation, de l'urbanisation, de sociétés qui se transforment fondamentalement, qui perdent progressivement mais assez rapidement leur dimension rurale et dans lesquelles, si on utilise les nomenclatures habituelles, les secteurs secondaires et tertiaires d'activité prennent de l'importance jusqu'à ce que le tertiaire s'impose dans nos sociétés post-industrielles à la fin du XXe siècle. Alors, je dis simplement qu'il est indispensable d'avoir ce schéma en tête, même simplifié à l'extrême comme je viens de le faire, pour comprendre les évolutions dont je voudrais parler maintenant. Alors, cela dit, si je commencerai mon histoire, mon panorama historique au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, il serait absurde du point de vue historique, ou d'un point de vue historique, de penser que la fin du XVIIIe siècle est un point de départ absolu, qu'il ne s'est rien passé avant, et qu'en matière d'alimentation, la période antérieure est une période de stabilité absolue.
dans un article très important qui a été publié en 2004 dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine. Martin Bruegel, qui est ici et qui a introduit cette table ronde, expliquait à propos de l'alimentation au travail dans le monde industriel en Suisse au XIXe siècle, puis il élargissait un peu le tableau à l'ensemble de l'Europe. Il expliquait, et je le cite, qu'il existait un véritable secteur du prêt à manger dans les villes du Moyen-Âge et des temps modernes, où, je continue à le citer, loin de leur logis, les ouvriers d'atelier, aussi bien que les maçons et charpentiers, viennent s'approvisionner. Il faudrait ajouter que par nature, le monde agricole est un monde où l'on mange quasi quotidiennement sur le champ, c'est-à-dire le lieu, et que de tout temps et en tout lieu, les voyageurs ont eu besoin d'un gîte et d'un couvert. Mais je choisis la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle comme point de départ, du fait de cette accélération du phénomène et de son changement de nature. Alors, je m'en tiendrai à quelques remarques très brèves. Je m'en tiendrai à 3 remarques. La première, sur le choix et la nécessité. Peter Scholars, dans un livre collectif récent, une histoire culturelle de l'alimentation, propose une synthèse de ces questions, et en particulier pour ce XIXe siècle qui est si décisif. Il propose une typologie qui est une typologie intéressante, dont on peut sans doute nuancer le cadre, on peut discuter les frontières, elles ne sont pas étanches, mais qui me semble valable jusqu'à nos jours. Il explique qu'il y a 3 grandes raisons de manger hors foyer. Donc c'est du classique, je vous les énumère: le travail, le voyage, le plaisir. Alors, au travail, quand il n'est plus possible de rentrer à la maison, quand la distance entre le domicile et le lieu de travail est trop grande, les ouvriers ou les employés se nourrissent sur place. Sans entrer dans les détails, l'évolution est à la réduction de la part de la nourriture apportée de la maison, la gamelle qu'on évoquait tout à l'heure, qui était consommée dans l'atelier, au bureau ou dans les réfectoires qui apparaissent un peu partout en Europe et en particulier en France à la fin du XIXe siècle du fait de la législation, en particulier pour des questions d'hygiène. L'évolution, elle est à l'augmentation donc de la consommation de produits qui sont achetés à proximité du lieu de travail, soit dans des stands de rue, dans des crèmeries ou progressivement dans des établissements spécialisés dans la nourriture rapide, soit aussi dans des bouillons, comme on dit à l'époque, ou chez les marchands de vin, chez tous ceux qui servent ce qu'on appelle l'ordinaire, ou ce qu'on appelle parfois au XXe siècle le menu ouvrier, un menu à prix fixe. L'alimentation hors foyer se produit aussi fréquemment dans le secteur privé ou dans le secteur coopératif. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, on voit se multiplier les cantines dans les entreprises qui jouent un rôle essentiel pour l'alimentation hors foyer au travail. Donc, au travail, je ne vais pas plus loin. Deuxième raison de manger hors foyer, en voyage. Est-ce qu'il est utile que je développe des évidences? Le XIXe siècle et le XXe siècle, ce sont 2 moments de révolution des transports, de révolution considérable, et de nouvelles formules de consommation alimentaire hors foyer se développent en relation avec ces transformations du monde du transport. Chemin de fer, automobile, avion, j'ai dit que je n'insistais pas sur les évidences. Mais on voit se développer tout un secteur de nourriture plus ou moins élaboré dans les gares ou à proximité. Alors, plus ou moins élaboré, le buffet de la gare qui ouvre en 1901 à Paris, celui qui est devenu en 1963 le train bleu, à la gare de Lyon, eh bien, on n'est pas dans le rapide, on est dans quelque chose qui tente à la gastronomie, ou en tout cas qui se donne cette ambition. On voit se développer des secteurs plus ou moins élaborés d'alimentation dans les aéroports, le long des routes. Est-ce que je dois évoquer comme seul exemple l'exemple de la famille Trois Gros qui s'installe à Roanne, en face de la gare et sur la Nationale 7, qui cumule donc 2 logiques que je viens d'évoquer. Et puis, il faudrait évoquer aussi le secteur de l'alimentation, je dirais, embarqué, celui qui se développe dans les trains, dans les avions.
Et puis bien sûr, il y a le rôle des guides qui facilitent le tourisme gastronomique, et ça nous amène à notre troisième catégorie, la catégorie du plaisir. Alors, il faut attacher à cela peut-être plus simplement les restaurants. Les restaurants qui sont parfois des restaurants fréquentés dans le cadre du travail sont de plus en plus, au cours du 19e et du 20e siècle, fréquentés en dehors du travail ou du voyage, simplement pour le plaisir et à toutes sortes d'occasions, par toutes sortes de consommateurs. Alors, je n'entrerai pas dans le détail de choses très connues sur l'origine des restaurants, leur naissance et plus exactement leur lien étroit qui existe avec la gastronomie au début du 19e siècle, comment ils prennent de l'importance et comment un modèle se diffuse. Alors, je ferai simplement la remarque, je viens de la faire en réalité, que dans le domaine du plaisir, donc des restaurants, comme dans celui du voyage ou du travail, les pratiques de l'alimentation hors foyer font apparaître de très fortes différenciations sociales. La seconde remarque que je ferai, j'ai dit que j'en ferai 3, il faut peut-être que j'accélère, je ne sais pas, je n'ai pas mon chronomètre en main, mais je fais confiance à Martin. La deuxième remarque que je voulais faire, elle touche à ce que le sociologue Claude Fischler a appelé la fonctionnalité et le plaisir. À toutes les époques, les choix qui sont faits, parce que même quand on n'a pas le choix de manger hors foyer, comme je le disais tout à l'heure, on a le choix de l'endroit où l'on mange et avec qui et ce qu'on mange. Alors, à toutes les époques, les choix qui sont faits obéissent aux logiques de la fonctionnalité et du plaisir, pour aller vite. Principe opposé, nous dit Fischler, mais qui explique bien, selon lui, il travaille sur les périodes récentes et en particulier sur le fast-food à la fin du XXe siècle, eh bien, ça correspond bien à la logique du fast-food. Je pourrais dire que ces logiques sont en fait plus anciennes. La rationalisation de l'offre alimentaire, dont on parlera peut-être tout à l'heure pour la période la plus proche de nous, répond aux logiques d'une augmentation de la demande, des transformations des modes de vie, que j'évoquais tout à l'heure en vous parlant de la révolution industrielle, des transformations du travail, et puis plus globalement d'un autre rapport au temps dans un monde où le temps s'accélère, avec une progressive disparition, plus on s'approche de nous, sans doute, de la séparation entre temps de travail et temps de pause. Cette rationalisation, elle est aussi liée aux logiques de la, on va dire, de l'évolution technique de la filière agroalimentaire. Mais parallèlement à ces évolutions générales, les choix que font les consommateurs obéissent autant que possible au principe de plaisir. Fischler fait la démonstration, lui, que la consommation du hamburger associe le plaisir du goût, plutôt sucré, et le plaisir du geste, c'est-à-dire manger avec ses doigts, et c'est une des raisons du succès. Mais on pourrait expliquer, à d'autres époques, prendre d'autres exemples, que, par exemple au XIXe siècle, que tout le XIXe siècle, en fait, a été un long bras de fer entre ceux qu'on appelait alors les réformateurs sociaux et le monde populaire, les couches populaires. Les réformateurs sociaux invitaient ces couches populaires à fréquenter les cantines, les restaurants coopératifs où la nourriture était plus saine, avec moins de charcuterie, moins de vin et moins cher. Mais les ouvriers en particulier, quand ils avaient un minimum de choix, préféraient toujours, même si c'était plus cher, leur quant à soi, hors de l'usine, et la possibilité de manger ce qu'ils aimaient, et donc ils fréquentaient le secteur privé. Alors, ce qui me conduit à ma troisième remarque. Elle porte sur le bien et le mal. Enfin, je suis désolé. Est-il bien ou mal de manger hors foyer? Alors, je ne vais pas répondre à la question. Simplement, la question a sans cesse été posée tout au long de l'histoire que j'essaye de vous présenter. Les discours des réformateurs sociaux au XIXe siècle sont des discours à haute teneur morale, et on connaît aujourd'hui encore, autour des fast-foods, on évoquait tout à l'heure le hamburger, ou du snacking, comme on l'appelle parfois, des discours de même nature.
Alors, ces discours critiques ou hostiles à l'alimentation hors foyer se sont toujours parés on va dire, d'un voile de santé publique. L'anti-alcoolisme au XIXe siècle, par exemple, ou l'hygiène alimentaire, plus généralement, enfin, je n'insiste pas pour l'instant, et puis, enfin, on va dire la diététique, puisque c'est également un argument qui est fréquemment utilisé aujourd'hui. On ajoute peut-être une dimension supplémentaire actuellement, qui est celle de la perte des identités alimentaires. Alors, si j'approfondis un tout petit peu deux exemples, les discours philanthropiques cachent des logiques économiques, qui sont celles de la rationalisation du travail, des logiques sociales, qui sont celles de la défense d'un certain modèle bourgeois, et des logiques qui sont des logiques politiques. C'est la crainte politique et sociale, c'est la crainte du peuple, un peuple qui a des pratiques malsaines. On est au siècle de l'hygiénisme, au XIXe siècle, et puis derrière le cabaret, enfin derrière l'alcoolisme, il y a le cabaret, et derrière le cabaret, il y a la sédition. Bon, on cherche donc, ces discours cherchent donc à dégager l'ouvrier du marchand de vin, de le conduire à la cantine, à un moment donc où la rationalisation du travail réduit la pause méridienne et rend impossible le retour au foyer. Dans une période plus récente, deuxième exemple, dans une période plus récente, les sociologues ont montré, enfin un constat qui est assez facile à faire, ont montré l'individualisation, la déstructuration des pratiques alimentaires. Une individualisation et une déstructuration qui n'est pas propre à l'alimentation, que l'on retrouve dans toutes les pratiques culturelles, vous le savez, la télévision, la façon de consommer la télévision, la musique, l'Internet, etc. Donc on est à un moment d'un profond bouleversement culturel, de civilisation. Alors cette individualisation et cette déstructuration nourrissent des discours qui sont très alarmés sur la perte d'une certaine culture, alimentaire en l'occurrence, et la disparition d'un modèle stable qui est le modèle de la famille. Une famille qui se ressoudait plusieurs fois par jour autour du repas. Eh bien, cette question de la famille qui hante aujourd'hui nos réflexions sociales, elle était déjà celle des philanthropes du XIXe siècle. Donc, j'arrête là. Je n'ai posé que quelques tout petits éléments sur la table, mais je souhaite que vous puissiez entendre la suite, et donc je ne prive pas les autres de la parole. Merci beaucoup. 2 siècles en 15 minutes, c'est une prouesse. 15 minutes pour les 25 dernières années à Bernard Mouboul, qui peut venir aussi ici, si vous voulez. Bonjour à tous. Nous sommes dans une période de mutation extrêmement profonde au niveau de ce que nous appelons, nous, la consommation alimentaire hors domicile. L'expression restauration, on a un peu de mal depuis quelques années, et je dirais même que c'est le consommateur qui a un peu de mal avec cette expression restauration, et même le mot restaurant. On pourrait se poser la question, et je ne sais pas si on aurait une réponse, parce que le consommateur n'en a pas, qu'est-ce qu'un restaurant aujourd'hui ? Nous avons à GIRA-Conseil plusieurs façons de segmenter le marché, évidemment par produit, par type d'emplacement, par segment, quand on parle de restauration commerciale, de restauration collective. Mais je voudrais vous parler de 2 segments qui sont particulièrement intéressants aujourd'hui pour bien comprendre ce qui se passe sur le marché. Lorsqu'on segmente le marché de toutes les formes de consommation alimentaire hors domicile aujourd'hui en France avec tous les circuits, on s'aperçoit que 73% des repas que nous prenons à l'extérieur de notre domicile aujourd'hui le sont à moins de 10 €, TTC, boissons comprises. Si je monte dans la catégorie 10-15, autrement dit à moins de 15 €, je suis grosso modo, en arrondissant les chiffres, à près de 9 repas sur 10. Autrement dit, on est sur un marché de masse, quel que soit son âge, son sexe, sa catégorie socio-professionnelle et sa région, qui est installé de façon forte à moins de 15 €. Ça ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de marché à 25, à 45 ou à 65 euros. Ça veut dire que chacun d'entre nous, qu'on soit cadre sup, employé, homme, femme, nous sommes tous dans le quotidien à moins de 15 euros. La deuxième segmentation qui me semble aussi importante, et vous l'avez peut-être vu dans les médias il y a quelques mois, ils ont relayé cette info parce que c'est quand même historique, nous avons regardé le marché par les modes de distribution. De quelle manière était distribué le produit? Et il y en a deux. Vous avez le service à table et ce qu'on appelle la vente au comptoir. Et la vente en comptoir à consommer sur place ou ailleurs. Et là, vous rentrez toutes les fast-foods, toutes les boulangeries, les restaurations rapides, même haut de gamme, etc. Et pour la première fois en 2012, le chiffre d'affaires généré par la vente au comptoir est passé devant le chiffre d'affaires généré par le service à table. Et je vous rappelle que l'on parle de la France. C'est colossal. Je répète, le chiffre d'affaires est passé devant. Les chiffres, c'est simple, c'est 53% du chiffre d'affaires global de la consommation hors domicile est réalisé avec un mode de distribution qui est la vente au comptoir à consommer sur place ou ailleurs. Parlons justement de cette vente à emporter. Nous sommes, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, sur un taux de vente à emporter en France qui est quasiment similaire au taux de vente à emporter aux États-Unis. Avec une différence incroyable qui nous sépare, c'est que s'il y a vraiment un peuple sur la planète qui n'est absolument pas nomade dans sa consommation alimentaire, ce sont bien les Français. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas en mouvement. Il faut que nous nous posions plus ou moins confortablement pour manger et boire ce que nous avons acheté. Ce qui modifie considérablement le modèle économique de la restauration dite rapide, comparé au modèle économique de la restauration rapide dans les pays anglo-saxons qui ont des petites surfaces. Nous, il nous faut des grandes surfaces avec des places assises, parce que les Français squattent devant une dépense moyenne extrêmement faible. Alors si en plus vous leur donnez Wi-Fi gratuit, je ne vous dis pas. Donc, on s'aperçoit que nous sommes dans un marché, je le répète, qui est en très très forte mutation, à tel point, et j'hésite pas à le dire, que je pense que plus rien ne sera pratiquement plus dans le secteur de la restauration pour ceux qui y sont depuis de nombreuses années, comme c'était hier. Il y a aujourd'hui des acteurs qui arrivent avec des nouveaux concepts, des nouveaux modes de distribution, des nouvelles approches, des nouvelles façons de monter leur menu, des nouvelles façons de tarifer leurs cartes. Bref, ils cassent tous les codes et ça passe. Et ceux qui restent sur les modèles économiques historiques ne passent plus. Alors il n'y a pas de révolution, je vous rassure tout de suite, parce qu'on est en France sur le produit. Il n'y a pas plus traditionnel que le français. Nous mangeons quasiment la même chose depuis des décennies, voire des siècles. Tout ce qui est innovation alimentaire ne passe pas en France. On parlait tout à l'heure du burger. Le burger fonctionne, le sandwich fonctionne, le bagel est en train de fonctionner, mais vous savez quel est le point commun de tous ces produits-là? C'est que dès que vous mettez une protéine entre deux morceaux de pain en France, ça fait un carton. Donc vous pouvez inventer n'importe quoi avec ce schéma-là. En France, ça marchera. Les Français sont archi-traditionnels. 78% des légumes pris dans un restaurant avec service à table sont des frites. Et les diététiciens nous disent qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Dans les restaurants avec qui on bosse, on leur dit « mais élargissez vos gammes de desserts ». Vous élargissez les gammes de desserts et on prend toujours la mousse au chocolat et le fromage blanc et la tarte aux pommes et la salade de fruits et les îles flottantes et j'en passe. Aucune recherche ne fonctionne à ce niveau-là. Mais on a un gros problème, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, on a un gros problème en France, c'est que sur la segmentation prix dont je vous parlais tout à l'heure, on est dans un pays où le marché est en train de s'effondrer par son centre. Ça, c'est un peu problématique, parce qu'il y a une zone de prix qui se situe entre 25 et 35 euros de dépenses moyennes clients, TTC, boissons comprises, qui est une zone d'inconfortable, très inconfortable chez le consommateur. Il ne se sent plus bien dans cette zone. Soit le produit n'est pas à la hauteur du prix, soit le prix n'est pas à la hauteur du service. Bref, il y a toujours quelque chose dans cette zone qui fait qu'on a affaire à un consommateur qui déserte cette zone-là, qui ne le convient plus, et qui s'en va vers les extrêmes du marché. À ma gauche, une restauration rapide
qui historiquement étaient dans les mains des cafés-bar-brasseries. Ils ont laissé passer beaucoup de choses. 200 000 cafés en 1960, 32 000 à l'heure où nous nous parlons aujourd'hui. Ça n'émeut pas grand monde. Une restauration rapide qui monte en gamme, qui se formate, qui innove dans les modes de distribution et qui monte à un niveau de gamme que personne n'avait imaginé, puisque les triple étoilés Michelin, que vous connaissez bien, Bocuse, Westermann, Martin, Robuchon, je ne vais pas tous vous les citer, ont tous monté, à l'heure où nous parlons, leur sandwicherie. Ils vendent quoi? Des sandwichs, des quiches, des soupes, des salades. Mais pourquoi font-ils ça, ces gens-là, en France? Ils disent tous la même chose sans se concerter. Ce n'est pas parce que les gens sont pressés qu'il faut leur donner à manger n'importe quoi. Et on a une restauration rapide en France qui monte à un niveau de qualité que les Américains et les Asiatiques sont en train de regarder de près, parce que ça les intéresse. Le fast-food malbouffe est en train de s'éloigner du territoire français. Nous avons été statiques pendant 25 ans parce que nous rejetions la malbouffe. Aujourd'hui, qu'un sandwich commence à être bon, qu'une pâte peut être bonne, qu'une salade peut avoir du goût, eh bien, les Français adorent, surtout qu'ils désertent la zone centrale. Et de l'autre côté, que rencontre-t-il? Une génération de jeunes chefs qui est en train de nous amener une gastronomie abordable. Qu'est-ce qu'une gastronomie abordable? Ce sont des jeunes chefs qui disent « cassons également les codes de la gastronomie ». Ayons eu 2 cartes, une carte midi, une carte soir, une carte très courte, en forte rotation, mais vraiment très courte. On a même un étoilé Michelin à Paris qui a une entrée, un plat et un dessert tous les jours. C'est tout. C'est le menu. On a l'impression que c'est le routier. 1 étoile au guide Michelin, mais en rotation. Il fait sa cuisine selon son humeur. Et le soir, il vire ça, et là, il ouvre une carte plus gastro, plus plaisir, avec plus de choix, etc. Effondrement du marché, des consommateurs qui s'en vont vers les extrêmes, et en même temps des extrêmes qui poussent vers le centre, au grand bonheur du consommateur qui voit une restauration rapide de plus en plus qualitative et une gastronomie de plus en plus abordable. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça le virage dans lequel nous sommes, c'est que le consommateur a pris la main, il a pris le pouvoir, et les restaurateurs ont beaucoup de mal à suivre la cadence, parce que la cadence est extrêmement forte en ce moment avec les nouvelles générations qui arrivent. Résumons, qu'est-ce qu'il veut, ce consommateur? Il veut du moins cher. Bon. Il faut savoir que nous avons une alimentation hors domicile, l'une des plus chères en Europe. Et puis il faut savoir aussi que ça fait 5 ans que nous sommes rentrés dans une crise, puisqu'elle est appelée comme ça, où il y a des arbitrages dans les dépenses du ménage qui touchent directement l'alimentation, pas trop intra-foyer, mais surtout hors foyer. Il veut du moins cher, il veut du plus rapide. Mais vraiment du plus rapide, et ça ne concerne pas que la restauration rapide. Des étoilés Michelin me disent, il y a 15 ans, il y avait des gens qui arrivaient chez eux à 12h30 et repartaient à 4-5 heures. Ils ne passaient pas au bureau tellement... Aujourd'hui, à 14h30, 15h, il n'y a plus personne dans les salles. 1h38 minutes en 1975, 31 minutes de repas moyen à l'heure où nous nous parlons. Petite lueur d'espoir. Entre 1975 et 2009, les États-Unis et la France sont descendus pratiquement à la même vitesse en temps de prise alimentaire. Et en 2009, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Alors, je ne peux pas en tirer de conclusion pour l'instant parce que c'est trop récent. C'est que les États-Unis ont continué à descendre de 38 à 19 minutes, pendant que nous restons scotchés à 30-31 minutes depuis 3 ans. Intéressant. Question qu'on pourrait se poser, est-ce que les Français ne sont pas en train de marquer un palier pour éventuellement, tout doucement, remonter? Pas dit beaucoup, éventuellement remonter. À vérifier. Il veut du moins cher, du plus rapide, du moins structuré. Ça veut dire quoi, moins structuré? La structure entrée, plat, dessert dans un restaurant avec service à table ne pèse plus que 14% des repas pris en France. 14%. Ça veut dire que 86% des repas que nous prenons dans un restaurant avec service à table est structuré comment? Entrée, plat ou plat, dessert. On est plutôt plat, dessert en France parce qu'on, contrairement aux anglo-saxons, on veut terminer par du sucré, d'où le succès du café gourmand. Et puis, ça restructure, et puis on a dû à partager, on a aussi des gens qui prennent 2 entrées, puis des entrées-desserts. Bref, on déstructure complètement cette façon de se nourrir à l'intérieur d'un restaurant qui, normalement, avec du service à table, devrait l'être structuré. Du moins cher, du plus rapide, du moins structuré et du plus généreux, le consommateur souhaite.
Alors le plus généreux, ce n'est pas une question de quantité, de retour dans l'assiette, sûrement pas par les temps qui courent, ce n'est pas du tout ce que le consommateur veut. Mais c'est une question d'état d'esprit. Et le consommateur tire la sonnette d'alarme en disant qui mieux qu'un restaurateur, devrait être généreux. La générosité est un état d'esprit. C'est quoi la générosité? C'est faire goûter, en mettre un peu plus, faire découvrir, offrir, faire des animations produits, bref, qu'il y ait une dynamique produit très forte. Je dis toujours aux restaurateurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte que le restaurant est, à mon sens, à moins qu'on me prouve le contraire, le commerce où le contact avec le personnel de service est le plus long, si on réfléchit bien. On n'a pas un contact aussi long dans une banque, ni même dans une boulangerie. Enfin, c'est dans une banque, si vous l'avez, c'est qu'il y a un petit souci. Ni même dans une boulangerie, ni dans une charcuterie. Faites le tour des commerces, nous avons le contact le plus long. Et la générosité peut aussi venir, pas que du produit, mais également du personnel. Et alors, si on s'arrêtait là, on se dirait, bon, il veut du moins cher, du plus rapide, du moins structuré, du plus généreux, c'est bon, facile à atteindre l'objectif. Le problème, c'est que, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il accélère la cadence, le consommateur, et il rajoute un 5e élément qui rend l'équation totalement impossible à résoudre. Et là, on est vraiment devant un vrai problème à l'heure où on se parle. Je répète, il veut du moins cher, du plus rapide, du moins structuré, du plus généreux, et il rajoute du plus qualitatif. Totalement impossible à résoudre. Pourquoi? Parce que si je m'amuse à résoudre cette équation, j'ai une dégradation des marges automatique. Alors on fait comment? Et aujourd'hui, les restaurateurs sont vraiment au pied du mur parce qu'il faut trouver des solutions. Et comment on trouve des solutions? En remettant à plat le modèle économique du restaurant qui ne fonctionne plus et qui ne fonctionnera plus. Si on se revoit dans la même salle dans 5 ans et qu'on ne fait rien, on dira on a à peu près notre chiffre d'affaires qui est flat, mais par contre, qu'est-ce qu'on s'est pris en marge? On a continué à descendre. Ça veut dire quoi remettre en place et remettre en perspective le modèle économique? C'est se consacrer à fond sur le coût matière et se consacrer à fond sur les frais de personnel. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour les frais de personnel, recruter d'autres profils, les rémunérer autrement, les faire bosser autrement, les fidéliser autrement, etc., etc. Il faut casser tous les codes. Et pour le coût matière, c'est exactement pareil. Achetez ailleurs, achetez autrement, tarifez votre carte différemment, structurez votre carte différemment, montez, assemblez, faites tout ce que vous voulez, mais différemment. On n'a pas d'autre choix. Si on ne fait rien à ce niveau-là, le consommateur va encore accélérer la cadence, les marges vont continuer à descendre et les restaurateurs vont être de plus en plus embêtés. Et je terminerai juste avec 2 idées fausses. Alors celles-ci, je suis sûr qu'elles vont un peu... Elles sont volontairement provocatrices, mais vous allez réagir tout à l'heure. 2 idées vraiment fausses. La première, c'est qu'on a affaire à un consommateur exigeant. Faux. Le consommateur, il n'y a pas plus pas exigeant que le français. La seule chose qu'il veut, c'est qu'il ait un produit de qualité régulière avec des gens qui ont la banane et qui soient compétents. C'est tout. Arrêtons de faire du marketing, de la com et tout ce que vous voulez. C'est un retour aux fondamentaux du secteur. On n'a pas de problème de hauteur de prix en France, on a un problème de justification de nos prix de vente. Et la justification de notre prix de vente, ce n'est pas uniquement ce qu'il y a dans l'assiette, c'est l'ensemble du moment long, on vient d'en parler, que j'ai passé dans le restaurant. 2e idée fausse, j'entends souvent dire la France s'américanise. Alors là, je peux vous assurer, on en reparlera parce que là, on ne va pas avoir le temps, que s'il y a franchement un pays au monde qui ne s'américanise pas au niveau de la bouffe, c'est bien la France. Il n'y a aucun signal américain sur le territoire français. Toutes les chaînes américaines sont tombées les unes après les autres. Et à l'heure où on se parle, aucune chaîne américaine a réussi sur le territoire français. Alors c'est volontairement provocateur ce que je raconte parce que certains d'entre vous disent « Et alors, et McDo ?» Oui, parlons-en de McDo. On va en parler juste 10 secondes de McDo. McDo, en 2004, a obtenu l'autorisation de faire ce qu'il voulait sur le territoire français. Et regardez ce qu'il a fait. De la baguette, des macarons, des petits pots au chocolat, du café dans de la porcelaine, des petits déj le matin, du service à table, modification du Big Mac. Vous vous rendez compte, 33 000 restaurants en France, dans le monde. La France touche le Big Mac au pain complet en France. Ça n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Le casse-croûte. Les Américains, ils ne savaient même pas ce que ça veut dire casse-croûte. Et quand ils ont sorti ce menu, c'est le premier menu McDo sur la planète qui n'a pas de frites. Ça n'existe pas des menus sans frites, 33 000 restaurants dans le monde.
Il n'y a pas un concept américain en réussite sur le territoire français. La tradition reprend ses droits de plus en plus, y compris dans la restauration rapide. Merci de votre attention. Vraiment, alors on a une équipe très très disciplinée, 15 minutes là aussi, un cri d'alarme et une provocation ou deux, je vous remercie. Maintenant, nous passons du côté du Japon avec notre chef qui va nous parler du bento. Alors, il comprend en fait très bien le français, mais il préfère nous parler en japonais, ce qui nous donne le plaisir d'entendre une traductrice nous donner le texte donc, dans la langue de Molière. Et voilà, je vous passe la parole donc, pour un quart d'heure. Merci. Konnichiwa. Bonjour. ではこれからの弁当というこの弁当というのは我々日本人のほとんどの国民がほとんど毎日食べている大切なものでございます。Aujourd'hui, je parle de bento, et le bento est une cuisine incontournable pour pratiquement tous les Japonais, et on mange tous les jours. この写真は、この弁当というその言葉は便利という意味なんですけども、これは和食っていうのは、今年、世界遺産に登録されまして、来月、世界遺産に登録されるかどうか発表されます。それは去年僕がベルサイユ宮殿でフランス料理が世界遺産になったので、そのシェフとして呼ばれて料理を作ったのがきっかけになっております。Le repas japonais, donc ça s'appelle washoku, et qui constitue le boîte de repas. Bento. Bento, ça veut dire pratique, ça vient de mot pratique. Voilà. Donc washoku, donc le repas japonais, cuisine japonaise, va être enregistré dans le patrimoine culturel et immatériel UNESCO. Normalement, ça va être confirmé le mois prochain. Et parce que l'année dernière, quand il a cuisiné à Versailles, et le moment que cuisine française a été enregistrée dans le patrimoine UNESCO, j'ai évoqué ce sujet-là en retournant au Japon. この写真は、我々日本人は、春、夏、秋、冬によって全部その切り方、形を変えて、弁当も表現しております。Et s'inspirant des principes fondamentaux de washoku, la composition d'un bento reprend les différents éléments du repas japonais. En ce sens, il peut être qualifié de gastronomie japonaise en miniature, combinant comme il se doit des plats représentatifs des différents modes de cuisson et des différents types de saveurs propres à la cuisine à la japonaise. Recherchant également l'équilibre nutritionnel entre les différents ingrédients, par ailleurs sélectionnés pour exprimer une palette de 5 couleurs ou plus. Et là, ici, c'est présenté la coupe de japonaise qui est différente. On utilise différentes saisons et différents matériels aussi. 春、夏、秋、冬で。Donc votre gauche qui représente fleurs de cerisier printemps, et ensuite feuilles vertes en été et feuilles d'érable en automne, raquettes hagoita, c'est un pour jouer en hiver. これは非常に興味深いんですが、僕も今回これを研究してましたら、1800年頃、フランス料理というのがコースになって、それと同じ1800頃、日本も懐石
というフルコースが出来上がって、いつもフランス料理のフルコースと懐石が非常に似ているということはこの辺りから来ているんだと思います。Au début des années 1800, deuxième moitié de l'ère Edo, la classe commerçante des villes devient le fer de lance de développement culturel du Japon. Elle adopta le style du kaiseki ryori, cuisine kaiseki, qui connut alors un rapide essor. Et le hasard veut qu'à peu après, à la même époque en France, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, se diffusa le service à la russe, qui allait devenir le service par plat qu'on connaît aujourd'hui. Il est par ailleurs intéressant de noter que la composition des menus a de nombreux points communs avec ceux du kaiseki ryori, du ordre jusqu'au dessert. Il y aura plus dizaines de plats. はい、非常に興味深いと思います。C'est très intéressant. で次。これは最後の写真が弁当、現在の形なんですが、一番最初はその生のお米を使っておにぎりになり、弁当の原型になって最終的に現在の弁当になっているということ。Donc le photo de votre J'avais expliqué dans la première photo votre gauche qui s'appelle Hoshii, donc c'est l'époque antiquité au 8e siècle. Et ensuite, 3 boules, c'est onigiri, certains je pense vous connaissez, à partir du début du 8e siècle. Et au milieu, donc ça devient bento, des travailleurs agricoles ou maritimes, à partir de la deuxième moitié du 16e siècle. Ensuite, donc bento de loisirs avec plusieurs boîtes supposées, c'est à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. Et enfin, on arrive à bento makunouchi, et à partir du milieu du XIXe siècle. Et il est composé d'onigiri triangulaires, que vous pouvez voir, à base de riz, frites, type riz cantonais, qui se conserve plus longtemps, et d'omelette, qui est plus jeune, et de pâté de poisson, kamaboko, qui est en bas à droite, rose, et aussi de tofu grillé, et aussi un assortiment de légumes, taro ou konnyaku, votre gauche en bas, et mijoté dans un bouillon de soja. Il doit contenir les 5 saveurs, salé, sucré, acide, amer et umami. Aussi les 5 couleurs, même plus, comme on a évoqué tout à l'heure, blanc, rouge, jaune, vert, noir, etc. À travers des ingrédients provenant de l'océan, de la montagne et des champs. La photo présente un bento makunouchi à peu près pour 2 personnes. はい。この幕の内弁当っていうのが大体現在ほとんど、日本の人がほとんどこれを食べてるというのと、あと、非常に弁当の中に5色以上の色を使って、楽しんでおります。Donc j'ai avancé de dire, donc il utilise bien sûr 5 saveurs et de plus de 5 couleurs, et donc en ce moment, actuellement, tous les Japonais mangent le bento, ce type de bento, makunouchi. これは、お母さん方が子供に、3歳から5歳、そして6歳から12歳、13歳から18歳と、その子供の、年齢によって、いろいろな子供に合わせてこういう弁当をお母さん方が毎日作っております。Traditionnellement, donc la mère de famille ou l'épouse se lève tôt pour préparer les bento de toute la famille. Et ces bento faits maison composés en fonction des goûts, de l'âge et de la santé de chacun des membres reflètent ainsi les habitudes et la culture familiale. Culturellement parlant, le bento maison est aussi un mode de communication au sein de la famille et joue notamment un rôle important dans le développement psychologique des enfants de 3 à 18 ans, période pendant laquelle la fréquence des bento maison est très élevée.
Et donc, école maternelle, il n'y a pas de cantine. Donc, voilà, tous les mamans préparent le repas bento. Et au milieu, donc, excursion primaire, car plupart des écoles l'école primaire, ils ont la cantine, mais l'école privée, au Japon, il y en a beaucoup d'écoles privées, et il n'y en a pas de cantine. Donc, les mamans préparent les bento. Et après, le collège, lycée aussi, il y a des bento. はい日本人はフランスの皆様は、お母様とかお父様とか子供をまあ今でもそうですけどずっと一日中喋ってますよねフランス人は。Et en fait, en France, vous, à la maison ou au travail ou entre des amis, vous parlez beaucoup, non? Parce que 日本はほとんど喋りません。 Parce qu'au Japon, on ne parle pas beaucoup. ほとんど。 Presque pas. ですからお母さん方が朝5時から起きて弁当を作ってそれを子どもたちがどういうふうにしてお母様に伝えるかというと全部空っぽにして返す。で言葉はありません。でお母様は空っぽになって今日は喜んで食べてくれたんだなというそういうコミュニケーションになっております。 Donc voilà, c'est une façon de communication. Donc le maman qui se lève à 5 heures du matin pour préparer un bon repas pour faire plaisir à ses enfants ou son mari. Et donc là, il n'y a pas de mots échange. Et après, de quoi répondre les enfants ou son mari, c'est rendre le boîte vide. Ça veut dire que c'était bon, merci maman. Voilà, c'est une façon de communication au Japon. フランス人にはフランスの方々には絶対無理だと思います。 Je pense que pour les Français, ne pas parler, je pense que ce n'est pas possible, je crois. はい。次は弁当がどれだけ栄養的に優れているかという発表です。 Donc là, je présente le diététique de bento. Vous pouvez, je pense que lire. Oui. Un bento, qu'il soit fait maison ou non, est souvent une garantie d'équilibre nutritionnel pour 3 raisons. Donc, premier, atout de la boîte à bento, la boîte limite également la quantité parce qu'il faut que ça soit portable, facile. Ce qui fait du bento un mode sain d'alimentation très utile pour contrôler son poids. Deuxième, des mets variés et multicolores, chacun en petite quantité. Et quand on parvient à représenter les 5 couleurs plus, chef Mikuni dit, de base de l'alimentation, donc blanc, rouge, jaune, vert, noir, on est assuré d'un meilleur équilibre diététique. Troisième, une cuisine japonaise peu grasse, vous connaissez très bien, et riche en légumes. Le washoku, qui constitue le fondement d'un bento, est une cuisine peu grasse et le goût provient essentiellement de bouillon dashi et de la sauce de soja. 次に衛生いかにじゃあちょっとここ読んでいただいて、はい、衛生にも非常に気を使っているという。 Donc, bento, c'est important aussi, sécurité alimentaire. Je ne trouve pas la page, excusez-moi. On va lire donc les trois règles de contrôle des agents pathogènes pouvant provoquer des intoxications alimentaires sont d'abord éviter le contact avec ces bactéries. Deuxième, empêcher leur prolifération. Troisième, les éliminer. On sait qu'ils se multiplient rapidement sur des terrains fertiles, humides ou chauds, donc à partir de 30-40 degrés. Donc autrefois, les Japonais enveloppaient les aliments dans les feuilles aux vertus antibactériens et antiseptiques et les transportaient dans les paniers en osier qui garantissaient une bonne aération. Ils utilisent des mets très salés comme la prune, umeboshi ou wasabi, afin d'éviter les aliments de pourrir ou pour les infecter entre les aliments.
で次にもう写真が出てますけども、弁当はいろいろなお祝い事、それと、北海道から沖縄まで全国に駅弁という地方の、弁当がたくさんあります。Donc maintenant, voilà, aujourd'hui nous avons le bento spécial. Donc, par exemple, osechi ryori est une cuisine spéciale que l'on mange pour Nouvel An, pendant 3 jours en famille. Et aussi, donc, aussi ekiben, bento de la gare, de gare. Donc, le bento vendu dans les gares sont préparés avec spécialité locale. で、弁当はですね、実は世界中で、作られているということが分かりました。Donc bento, ce n'est pas seulement au Japon qu'on fabrique, on prépare. Il y a dans le monde, donc bento était fabriqué ou est toujours fabriqué. はい、最後ですけども、皆様のむしろロブションも弁当を作っております。で、右側は今弁当は宇宙食にも行っているという説明でございます。Donc, comme vous connaissez très bien le nom Joël Robuchon, il fait le bento également aujourd'hui. Et première photo, c'est champignons marinés à la coriandre, filet de porc farci aux herbes et salade cresson pommes de terre, sandwich aux légumes grillés. Donc, le boîte verte, salade de riz au thon, steak haché au persil, frites, pourquoi pas, salade de betterave, noix. これで高いロブションのレストランに行かなくても済むということに。Donc comme ça, on peut manger de Robuchon sans aller au restaurant cher. はい、最後ですね。で最後に、弁当というのは非常に古くから、続いているもので、我々の日本人の生活に密着し常に新しい進化を遂げている小宇宙と言われております。ありがとうございました。L'espace du bento constitue un microcosme au sein de larges thèmes. Il se fait l'expression d'une beauté, d'une profondeur, parfois de l'esprit des Japonais, et d'une vénération envers la nature qui ne cesse d'émouvoir non seulement les Japonais, mais aussi des personnes d'autres pays, d'autres cultures. Je dois ici souligner l'importance de sa valeur nutritive qui vient compléter le raffinement de son aspect visuel. Le bento est un vecteur par lequel professionnels et familles transmettent tradition et la culture. Mais la boîte à bento, à l'instar de la toile d'un tableau, peut aussi se transformer en support pour une œuvre d'art cosmétique ou encore offrir une nouvelle interprétation allant au-delà des concepts existants. De nouveaux développements sont à suivre avec attention, notamment la valorisation du bento comme outil didactique de formation à la diététique avec la journée du bento ou encore la présentation du bento à l'étranger comme aujourd'hui, mais même dans l'espace. La culture du bento contribue certes à préserver un héritage, mais il ne fait nul doute qu'elle va connaître de nouveaux développements liés étroitement à notre vie quotidienne. Arigato, merci. Remerciements à M. Mikuni et sa traductrice de nous avoir présenté l'univers du bento. Un grand travail, en plus présenté avec humour, c'est très agréable à entendre. Donc maintenant nous avons 20-25 minutes pour poser des questions. Ça s'organise avec des micros, je suppose, dans la salle. Oui. Donc ceux qui veulent prendre la parole le disent et bon, nous vous répondrons ou la personne experte vous répondra au mieux possible. Alors,
Qui veut se lancer? Ah. Je pensais que les défenseurs du restaurant français, du modèle du restaurant français, allaient lever les boucliers pour dire que M. Boutboul a eu tort. Oui. Alors, je rebondis sur le mot bouclier, surtout pas de bouclier, parce que j'aime beaucoup, dites donc si je m'approche trop, j'aime beaucoup le bento dans sa façon d'être construit tous les matins à 5 heures. Il y a vraiment un rapport, j'ai bien aimé tout ce travail qui est par rapport à la diététique, par rapport aux légumes, par rapport à l'équilibre alimentaire, par rapport au non-gaspillage, le bento rempli en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de sa maturité, et il revient vide. Et j'ai beaucoup aimé le petit mot de la traductrice, « Merci maman ». Il y a beaucoup, beaucoup d'expressions affectives, je dirais gastronomiques, parce que c'est très bon en plus, et il y a ce souci de ne pas gaspiller. Donc c'est une belle leçon, et je pense que c'est un modèle, et là on est vraiment dans le fait maison, c'est une belle leçon, toute simple, toute et très cohérente, parce qu'il y a ce rapport aussi, j'ai noté, l'outil didactique à la diététique, outil qui est aussi un bel outil, et madame a été fort surprise que j'ai beaucoup bien écouté ce qu'elle disait. Robuchon est un homme fabuleux que je connais bien. Elle dit des frites, pourquoi pas, avec une petite connotation, un petit mouvement d'ironie par rapport aux frites. Donc ceci étant, j'ai pas de question particulière pour Bernard Boutboul, sauf qu'on n'a pas parlé de la gamelle, mais je pensais qu'on allait en parler à cause du bento et du fait que de plus en plus les gens amènent à manger sur le lieu de travail avec un bento français, quoi. Voilà, ça, on l'avait déjà évoqué. Mais moi, je suis ravi d'avoir écouté non pas cette leçon, mais cette démonstration sur le produit, sur la diététique, sur la légèreté et le côté nourrissant. Et le respect des âges en plus. J'ai bien aimé les enfants, le primaire et l'adulte. Voilà, c'est juste une remarque comme ça. Voilà, une remarque toute simple, mais pas simpliste. Merci beaucoup. Alors, Bernard Boutboul n'est jamais à court de mots. Il va rebondir sur gamelle très vite. Évidemment, je vais répondre sur la gamelle parce qu'on m'interroge. Alors, il faut savoir que la gamelle avait disparu. Elle est revenue avec la crise de 2008. Et nous nous sommes aperçus, l'INSEE a fait la même étude que nous au même moment, que 12 à 15%, eux disent 12, nous on dit 15, enfin bref, 12 à 15% des actifs tertiaires plutôt féminins de ce pays auraient plus ou moins recours à la gamelle. Alors qu'est-ce que la gamelle du 3e millénaire? C'est un morceau de fromage, un reste de plat cuisiné, un reste de salade, un fruit que je trouve dans mon frigo et que j'assemble dans une boîte qui est loin d'être aussi jolie que celle qu'on vient de voir et qui est souvent une boîte tupperware ou une barquette, un truc comme ça, que j'amène au bureau. Alors, on s'est approché de ce phénomène et on s'aperçoit qu'il est à 85% féminin. Et on s'est approché de ces femmes et on leur a demandé pourquoi. Et c'est dans le pourquoi que je trouve il y a des choses intéressantes à puiser. La première raison, c'est le prix, ce qui n'est pas très étonnant, lié à la naissance du retour de la gamelle lié à la crise. La deuxième et la troisième raison me semblent très importantes et très intéressantes. Au moins, je sais ce que je mange, en deuxième position. Et en troisième position, au moins, je peux choisir ce que je vais manger à mon bureau. Donc il y a une notion quand même de sécurité alimentaire en deuxième position derrière le prix et une notion de choix. Alors on n'a pas refait de prélèvement depuis maintenant 2010, on va le refaire en 2014 pour voir si ce 12 à 15% des actifs aurait grimpé ou pas. On nous dit qu'il y a forte chance que ça ait grimpé fortement parce qu'on a des volumes dans la restauration du midi, aussi bien dans la collective que dans la commerciale, qui sont partis. Alors, ils n'ont pas disparu parce que les gens n'ont pas décidé de ne pas manger. Donc, il faut bien que ça soit sur un autre circuit. Et on pense que la gamelle a dû faire un bond en l'espace de 2-3 ans. Le retour de l'histoire. The Empire Strikes Back. Oui, tout à l'heure, le chef Mikuni a parlé d'une 5e saveur. Est-ce qu'il pourrait nous éclairer, s'il vous plaît, dans le bento?
うまみというのは、甘い、酸っぱい、しょっぱい、苦い4味ます。Donc d'abord, dans le umami, il y a salé, acidité, sucré, amertume. で、5番目の味覚としてうまみというのがあるんです。Nous, excusez-moi, il y a 4 goûts différents, nous, et 5e goût, c'était umami. On appelle umami. それは昆布と鰹節で出汁を取るんですね。Donc nous, vous connaissez le mot dashi, en fait, une sorte de bouillon on peut obtenir le goût avec les algues, kombu et katsuobushi, le bonite râpé. それを出汁っていうんですね。で、それは99.99% そのグルタミン酸が出るんです。Donc si on obtient le bouillon avec kombu et katsuobushi, dans le bouillon, il y a 99%, 99,99999%, il y a glutamine, acide glutamide, c'est possible? Glutamate. Acide glutamine qui a dedans et ça donne le goût umami. うまみの正体です。それがc'est ça le umami. J'ai une question pour M. Boutboul, s'il vous plaît. Il y a un secteur de l'alimentation maintenant qui est en croissance à Paris au moins, c'est le truck food. Il y a plusieurs camions à Paris qui circulent, qui donnent leur positionnement et qui fait une cuisine, on va dire une alimentation de très bonne qualité. Notamment l'hamburger, c'est le camion qui fume, qui fait des choses de grande qualité, de prix raisonnable, où il y a 250 personnes par jour en dehors de qui attendent manger dans ces camions, et pas dans le camion, puis qui procurent leur repas dans le camion. Les restaurateurs autour de ces camions se plaignaient qui prennent leurs clients et finalement tout le monde qui ne peut pas attendre pour le hamburger ou l'autre chose qu'ils font, les restaurants à côté en profitent. Alors je voudrais savoir si vous savez ce qui se passe dans ce domaine. C'est quelque chose de nouveau. C'est un fast food si vous voulez, mais de grande qualité, très soigné. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Est-ce que je peux juste apporter une petite information? Alors aux États-Unis, ça s'appelle les pop-up foods. C'est donc effectivement des camions qui circulent en ville et qui proposent des menus complets, relativement bon marché. Et la réaction des restaurateurs, qui était la même comme celle en France, était en fait de les inviter à l'intérieur. Et récemment, dans le New York Times, il y a eu un article sur un restaurant à Brooklyn qui donne une fois par semaine une place à quelqu'un qui fait donc le pop-up food éthiopien. Enfin, la réponse... Alors il faut savoir que pour une fois, on développe un phénomène pratiquement au même moment que les États-Unis. Alors il faudrait plutôt appeler ça en France des mobiles, parce que les Français n'ont pas que des camions, ils ont des camionnettes, des triporteurs et même des vélos et des tricycles. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Il faut savoir quand même, pour la petite histoire, qu'il y a 500 trucks en France, tout format confondu, dont une toute petite minorité dans Paris. Pour une simple et unique raison, c'est que la municipalité de Paris rejette absolument tout type de pénétration de food truck. On a été à une réunion avec la mairie de Bordeaux, Toulouse, Lyon et Paris. Ils disent tous en chœur, c'est le premier vent contraire des trucks. Les écologistes nous demandent de faire sortir les camions et vous allez nous faire rentrer des camions avec de la bouffe. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est pas possible. Donc on ne peut pas accepter ça. Le deuxième vent contraire, et vous l'avez dit, ce sont les syndicats de restaurateurs qui disent il est hors de question que vous nous mettiez un truck, un mobile en face de chez nous. Et le troisième vent contraire, dont on ne parle pas pour l'instant, c'est la répression des fraudes. L'hygiène nous a dit, j'espère que vous rigolez, vous faites des steaks dans la rue et des frites dans la rue avec la pollution et les pots d'échappement. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà approché des trucks, plutôt à Paris qu'ailleurs d'ailleurs,
regardez comment sont entreposés les produits, regardez dans la cabine les burgers qui sont entassés, pas dans du froid positif, à même le bitume, je plaisante pas, je suis très très sérieux. Je pense que si la répression des fraudes se met en route, ça va être un gros problème. Alors ça fait 3 vents contraires en France qui sont un peu problématiques, alors que le truck est un excellent mode de distribution. Le consommateur a de moins en moins de temps à aller au produit. Le produit va à lui via un mobile. Excellent. Et je pense qu'il faudrait prendre modèle sur le maire de New York, qui vient de plus être maire, c'est lui qui a fait ça. Pareil, il était comme la mairie de Paris, il a dit il y en a marre des trucks, etc. Et il a créé des rues de trucks. Et je trouve ça très intelligent. Et ces rues de trucks, il les a autorisées dans des rues d'habitat. Vous voyez, on commence à résoudre plein de problèmes. 1, dans ces rues d'habitat, il n'y a pas de restaurant. 2, on gêne personne parce que les gens ne sont pas là dans la journée puisqu'ils bossent. Et 3, on crée une concentration de trucks qui va attirer plein de monde dans cette rue. Je trouve ça très intelligent comme démarche. Je ne comprends pas, j'ai suggéré aux municipalités de créer également des rues de trucks. Pour l'instant, ils sont plutôt, on ne vous donne pas d'emplacement plus tard, etc. Les mairies en France sont assaillies de demandes et ils font traîner parce qu'ils ne veulent pas développer ça. Et il y a plein de municipalités en périphérie des villes qui disent venez, venez, nous on a besoin de trucks, parce qu'il manque d'offres. Et c'est ça qui est intéressant. Soit dit en passant, en Guadeloupe, les trucks existent aussi. Hein. Le poulet boucané fabriqué dans des trucks est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'aimerais juste savoir si vous pensez que le bento peut devenir en France un nouveau support pour la restauration rapide. Juste se servir du support, le bento, la boîte, et intégrer la cuisine traditionnelle française. Je crois que ça se fait un petit peu, mais je ne suis pas vraiment au courant sur le sujet. Donc je voulais savoir votre avis. Malheureusement, non. Je dis bien malheureusement, non. C'est pas possible. Vous avez entendu l'excellent exposé. Ils n'ont pas de restauration collective, aussi bien chez les petits que chez les particuliers et les employés. Autrement dit, il faut bien préparer quelque chose à la maison avant d'aller au boulot. Ce qui n'est pas notre cas. Nous avons une restauration d'entreprise extrêmement développée. Les cantines scolaires existent vraiment partout, qu'on soit dans le privé, dans le public, les municipalités, enfin bref, les sociétés de restauration collective. La seule chose qui pourrait venir chez nous via le bento, c'est parce qu'on aurait besoin d'un packaging pour transporter un produit ou une structure de repas d'un point A à un point B. C'est la seule chose qui pourrait exister. Ça existe, hein, il y a des boîtes qui nous proposent effectivement toutes les séries de boîtes, etc. Pour l'instant, ça décolle vraiment pas fort. Oui, allons. Non, voilà. Par rapport, encore une fois, au bento, est-ce qu'on constate des différences sociales entre les différents bentos, entre une classe ouvrière et peut-être une classe de cadres, par rapport aux enfants ou par rapport même ne serait-ce qu'aux ouvriers ou aux cadres en tant que tels? Oui. Oui. お母さん方が作るとしてあまりこの情熱のないお母様方は冷凍食品とか出来合いのものを買って詰めるんですね。それは子どもたちは必ず残してきます。で Donc, comme on vous a dit, traditionnellement, c'est maman qui prépare le bento. Et bien sûr, des fois, maman qui n'a pas le temps, qui n'ont pas trop d'amour pour ses enfants, elle utilise de bento déjà faites dans le supermarché et ils les ramènent à la maison et le remettent dans un bento. Et aussi, voilà, très simple par rapport à la couleur, etc. Donc ça se voit tout de suite. Et ce bento-là, c'est vrai que maman récupère avec boîte pleine. で、子供たちは喜んで食べるのはお母さんがちゃんとマルシェに行ってオーガニックだとかちゃんと選んで、調理法もちゃんと化学調味料を使わないで作ったものは子供たちが100% 食べます。
Donc pour les enfants, c'est vrai que si c'est maman qui va au marché et choisit cuisiner comme il faut par la saison, de nourriture différente, et ça c'est vrai que les enfants adorent, et c'est vrai que toujours ces boîtes-là sont vides quand maman récupère. Et voilà, des fois c'est pas le cas.そういう方は、出来合いの、コンビニとかおにぎりですね、そういうものを買って食べます。Donc souvent les ouvriers, par exemple, ils mangent peut-être beaucoup, donc maman il prépare que par exemple partie légumes et la viande. Qu'on peut voir par exemple la photo à droite et celui de bas. Vous voyez. Et pour le riz, par exemple, il y a beaucoup de combini, donc supérette japonais qui est ouvert 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. On peut acheter facilement onigiri, qui est donc le bol de riz rectangulaire. Donc ils achètent de temps en temps à ça. Je voudrais juste faire une remarque par rapport au bento, parce qu'il y a des personnes que ça semble intéresser. Il y a un bouquin qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle L'heure du bento, qui est un bouquin traduit du japonais, où des gens sont allés rencontrer des tas de personnes de métiers différents qui parlent de leur bento, qui à propos de ça racontent des tas d'histoires avec beaucoup d'amour, de nostalgie. C'est un bouquin absolument génial. Voilà. Parfait. D'ailleurs, M. Mikuni est en train de préparer lui-même aussi un livre sur le bento. Et nous, on a eu en quelque sorte la primeur d'entendre un peu les résultats de sa recherche. Mais... Oui, merci. Bernard Hénal, on aura donc effectivement 2 livres à acheter bientôt sur le bento que je découvre d'une façon très précise et très sympathique avec cette intervention. Et je pense que j'ai envie de dire à Bernard Boutboul qu'effectivement il y a un travail à faire. Parce que c'est 85% de femmes qui effectivement, sur les 12% qui maintenant emportent la gamelle, je crois qu'il y aurait quelque chose de fabuleux, de culturel, à leur expliquer effectivement cette découverte du bento, à leur dire, voyez, parce que finalement, c'est 85% de femmes. Moi, je suis beaucoup dans le monde actif, mais encore un petit peu, je vois les jeunes femmes apporter aussi de temps en temps leur gamelle au bureau. Mais c'est vrai que finalement, elles vivent, mais c'est pas péjoratif, je fais attention, elles vivent un petit peu sur les restes de la veille, elles vivent sur une pomme rajoutée, etc. Mais si elles avaient la culture et la diététique du bento, je suis sûr que ça ferait un truc extraordinaire. Je ne veux pas dire qu'il faut copier et qu'elles mangent japonais tous les jours. Je n'ai pas dit ça. Mais qu'avec nos produits locaux, Tourangeau quand on est ici ou Lorrain quand on est ailleurs, on pourrait faire de sacrés bento. Oui, mais je veux dire, non, mais que ça rentre dans que ce soit familial, je veux dire, pas aller l'acheter, hein. Parce que j'ai ma voisine qui me dit que ça existe. C'est-à-dire que ça existe, si vous regardez, il y a énormément de blogs français qui existent où des personnes parlent de leur bento, présentent leur bento avec des plats éventuellement français ou occidentaux. Donc c'est quelque chose, c'est des personnes qui doivent faire partie des 85%, des 12%. Donc il y a le Tupperware, mais de plus en plus, il y a des personnes qui vont essayer de faire quelque chose peut-être d'un peu plus recherché en termes de présentation, même si c'est jamais aussi sophistiqué que le bento, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient prêtes à se lever à 5 h du matin pour le préparer. Qu'est-ce qu'en pense Bernard Boutboul ? Encore une fois, moi je trouve qu'il y a un esprit familial ici que j'ai découvert et que je trouve fantastique. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait en France. 2, il faut se lever à 5 h du mat. Alors là, je ne suis pas sûr que les mères françaises soient OK. Et puis 3, on a un gros souci en France, c'est qu'on sait de moins en moins cuisiner. Et franchement, je pense que ça ne va vraiment pas s'arranger. Donc on n'est pas vraiment dans la voie du bento pour l'instant. Donc je pense que s'il doit y avoir un bento, ça va être un contenant pour transporter un produit d'un point A à un point B, pour le transporter où ? Évidemment sur le lieu de travail, dans quelles conditions, il faut voir. C'est pas évident pour l'instant, mais dans un autre domaine, des gens comme Starbucks essayent de nous faire acheter des mugs en dur, en nous disant si vous revenez avec ce mug, on vous vendra du café moins cher que si vous ne l'avez pas.
Et même ça, Starbucks nous dit ça ne se vend pas, les Français ne sont pas habitués à ça, ils ne sont pas très écolos, etc., etc. Mais il y a un autre aspect qui me frappe quand même, et ça, à la fois l'exposé de Stéphane Gacon y a fait allusion, mais l'exposé sur le bento l'a passé un peu sous silence, c'est que quand même ce qui distingue le rapport des Français à leur alimentation, c'est qu'elle est sociable. Est-ce que le bento est le support d'une sociabilité alimentaire ou est-ce qu'il est en fait le support d'une individualité? Parce que si j'observe les dames, surtout les femmes, qui prennent leur gamelle au travail, c'est un repas en solitaire. Alors que quand même, il y a une pression sociale ou même une volonté sociale quand même de partager encore ce moment de la journée, de faire une vraie coupure avec le travail. Alors, donc, pour Monsieur Mikuni, je voudrais savoir si on partage le moment bento avec plusieurs. Et quand même, Stéphane Gacon, je voudrais poser la question, et après il va falloir peut-être terminer, si la législation hygiéniste ou hygiénique du XXe siècle a éliminé le secteur de l'alimentation à emporter qui existait, qui était très très important dans des villes, Paris, Bordeaux, etc. Et que le retour et la labellisation de malbouffe était en fait une sorte du retour d'un refoulé qu'on pouvait labelliser malbouffe parce que ça venait, soi-disant, de l'étranger. On ne trouvait plus une tradition indigène à cette manière de s'approvisionner. Tu vois ce que je veux dire? よろしいですか。弁当は、いいですか。弁当は、フランスの人方には向かないと思います。Je pense que bento ne correspond pas à votre culture. Peut-être. 弁当は、日本人は、これ一つありますよ。それを黙って食べるんです。Au Japon, ce boîte-là, on mange tranquillement tout seul. 誰かが話しかけたらうるさいって言ってで一人で食べるのが、それはどういうことかというと、日本人はその弁当とこう語り合いながらでこう弁当と自分というコミュニケーションが成り立っているので、弁当っていうのは日本で成立してるんですね。Au Japon, donc si par exemple il mange tout seul bento et quelqu'un qui lui pose question, il va dire, je peux dire gros mot? Urusai. Donc ça c'est, on peut dire la ferme. Laissez-moi tranquille. Voilà. Là parce que il est en train de communiquer avec ce boîte, avec ses aliments qui sont devant lui, et donc on peut pas gêner. それとですね、日本の人は絶対タッパーは使いません。Les Japonais on n'utilise pas de tupperware non plus pour le bento. どうしてかというと、その木とか葉っぱを使うんですけども、まず通気性がいいということが大事です。Donc comme on a évoqué tout à l'heure, donc dans le boîte il faut que ça soit très aéré pour que justement le bactérie ne reste pas dans la boîte. Et on utilise feuilles aussi pour séparer entre deux aliments, deux choses différentes. プラスチックの中では蒸れて菌が培養しちゃうんですね。Donc si on ferme comme tupperware bien fermé, et là du coup le bactérie se développe dedans et c'est pas bon. だから日本のお寿司屋さんでは夏は絶対その弁当でアポクテは嫌がるんですね。絶対夏は持っていかせないんですね、お寿司屋さん。Par exemple, le restaurant de sushi, on peut importer leur sushi à la maison, mais en été, ils refusent car au Japon, vous savez, il fait chaud et humide, donc il faut éviter de transporter bento pendant l'été. それでどうして5色以上使うかというと、色が5色あると栄養のバランスがパーフェクトになる。ですからいろんな色を使ってその栄養バランスをとっているっていうのが弁当。Donc dans la boîte de bento, comme on a évoqué tout à l'heure, il y a 5 couleurs ou plus, et parce que on parle pas de mots difficiles. Quand il y a 5 couleurs, ça veut dire qu'on peut équilibrer la nutrition. Donc il faut utiliser 5 couleurs ou plus. でお刺身は全部酢でマリネします。完全に火を通して、でわさびは
なんですか、毒よけになるし、梅干しは酸化で腐るのを防ぐんですね。Donc dans le bento, bien sûr, on peut mettre sushi, donc le riz qui est préparé, donc cuit, mariné au vinaigre, et aussi on peut mettre wasabi, moutarde japonaise verte, qui infecte et qui les infecte, pardon. Et puis on utilise aussi umeboshi, donc prune marinée salée, et comme ça on peut maintenir le repas bon état plus longtemps. D'accord. Donc je donne le dernier mot à l'historien, quand même. La législation du travail en France, depuis la fin du 19e siècle, interdit de consommer sur le lieu de travail. Cette législation du travail, elle s'est mise en place dans les années 1890 avec pour ambition d'éviter que la consommation se fasse dans des ateliers qui étaient parfois, sur le plan industriel, ma foi, j'allais dire insalubre, mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, l'hygiène n'était pas suffisante. Cette législation du travail s'est appliquée à l'ensemble du monde du travail et aujourd'hui encore, il est interdit de manger sur son lieu de travail. Les entreprises sont obligées de mettre à disposition de leurs employés des lieux dédiés où ils peuvent réchauffer, s'attabler, et puis éventuellement donc les cantines, parce qu'en réalité le développement de la restauration collective d'entreprise est lié en partie à cette législation. Il y a une coïncidence. Il y avait des cantines avant, mais il y a eu une accélération du phénomène de mise en place. C'est une des explications, mais pas la seule. Ceci étant dit, tout le monde a fait l'expérience. On mange sur son lieu de travail, on mange au bureau, on mange sur son clavier d'ordinateur. Hein, parce qu'il y a une certaine tolérance par rapport à ces pratiques. Et sans doute, est-ce qu'il y a eu une accélération du phénomène avec cette individualisation que j'évoquais tout à l'heure? Alors ça laisse la place sans doute pour faire entrer dans les bureaux ou dans les ateliers eh bien, des prêts à manger qui pourraient être conditionnés. Il faudrait peut-être explorer un marché. Bon. Ben voilà, on a terminé pratiquement. J'ai une dernière question si ça ne vous ennuie pas. Ah, alors ici, là. Si ça ne vous ennuie pas. Alors il faut qu'elle soit très succincte parce qu'on travaille en flux tendu. Alors ça va être succinct, voilà. Je voulais revenir sur l'intervention du Jurassic Conseil, Monsieur Boulboul, parce que vous avez, à mon avis, fort justement précisé que c'est dans un restaurant aujourd'hui où on a certainement une relation commerciale privilégiée avec le client. Moi, je suis enseignant en école hôtelière. Je reste convaincu que le métier aujourd'hui de théâtralisation dans une salle à manger de restaurant est un exercice éminemment complexe et difficile et qu'il est à valoriser. On sait qu'en pleine saison, on a aujourd'hui un personnel sur 3 qui n'est pas professionnel. Dans un pays qui est quand même première destination touristique mondiale, c'est quand même très alarmant tout ça. 1 sur 3. Il y a 1 sur 2 qui est incapable de faire 3 phrases en anglais consécutives. C'est quand même consternant. Alors j'aimerais avoir votre avis sur ceci, parce que vous avez expliqué à un moment que tout mettre à plat, il faudra passer par le coût matière, certainement, et coût personnel. Et vous avez parlé de casser les codes. Moi, j'aimerais savoir si vous avez quelques recettes par rapport à tous ces jeunes qu'on essaie de sensibiliser, à mon avis, à un des plus beaux métiers du monde, où c'est vrai qu'en termes de relations commerciales, nous sommes quand même des privilégiés. Et je voudrais simplement faire une remarque sur le porter-emporter, comptoir et manger dans le bureau. Vous savez, je pense que sur Paris, il y a des tests aujourd'hui dans des établissements qui servent 1500 couverts en collectivité, où il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de cuisine. Il n'y a uniquement que des offices de remise en température et des portages dans des bureaux par commande traiteur à moins 12 heures, voire moins 3 ou moins 2 heures. J'aimerais avoir votre avis sur tout ceci, et en vous remerciant d'avoir bien précisé qu'on avait un métier formidable. Vos questions sont très intéressantes, mais les organisateurs nous font les yeux pas possible, parce qu'à 19h, il se passe quelque chose. Je vous promets, je viens au lycée hôtelier de Blois quand vous voulez, et on parle de tout ça. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Merci d'être venu et bonne continuation.